On a eu le deal. Super. Et en fin de compte, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais finalement pas assez d'expérience pour gérer ça. Donc ça a été une grosse frustration pour moi. Je suis parti finalement avec cette idée-là de me dire, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Mais pour faire ce qu'on a envie de faire, il faut faire ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on doit faire. Faut avoir un peu ça. Exactement. Mes parents ont pris le risque avec moi parce que on sait comment ça se passe un peu. On vend quelques biens par-ci par-là. Bien sûr, financer les études. Financer les études. On était de rares personnes noires africaines dans cette ville-là où j'avais quand même 5 kilomètres à parcourir. Sans bus. Donc, moi, j'ai co-créé AS Pharm pour devenir un leader de la gestion pharmaceutique et ne pas se prétendre leader en étant sur un petit marché. Le premier frein au succès d'une boîte, c'est l'entrepreneur lui-même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait tenir? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, qu'est-ce qui m'a poussé dans cette galère? Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau un entrepreneur de la tech qui révolutionne la gestion d'entreprise. Mais pas n'importe quelle entreprise. On l'a dit, Régis Salako a choisi une niche, les pharmacies. Il a développé une solution logicielle de gestion d'officine qui fait un tabac et qui a déjà conquis plusieurs centaines de pharmacies dans une dizaine de pays africains. Nous allons évoquer ensemble son parcours, parler de ses challenges, de ses victoires également, et nous allons essayer surtout de comprendre son logiciel interne. Qu'est-ce qui le stimule? Qu'est-ce qui le motive? Je suis certain qu'au terme de cet épisode, comme à chaque fois, vous serez galvanisés et que vous aurez davantage envie de rêver, d'oser, de créer la vie que vous méritez, de prendre le gouvernail de votre destin pour progresser sur votre chemin. Attachez vos ceintures. Nous allons donc démarrer pour une odyssée inspirationnelle. 3, 2, 1, c'est parti. Régis, bonjour. Bonjour, Régis. On va se répéter plusieurs fois. Oui, ça c'est sûr. Comment te portes-tu? Super bien, et toi? En parfaite forme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité sur cette saison du podcast que je suis avec beaucoup d'intérêt depuis le début. Merci. Je sais que tu es assidu et que tu suis tous les épisodes et je suis ravi, déjà je t'en remercie, et je suis ravi de pouvoir aujourd'hui te cuisiner. Voilà, là tu vas le regarder autrement, cet épisode. Alors aujourd'hui on va parler de ton parcours, de tout ce que tu traverses, ce que tu gères, et comme tu le sais, le but c'est d'inspirer les uns et les autres à rêver, oser, créer. Moi j'aime bien partir sur des questions qui permettent de comprendre quel a été le cheminement de l'invité. Et en ce qui te concerne, étant donné que tu es dans la tech, je voudrais savoir, quand tu replonges dans tes souvenirs, à quand remonte ta passion pour l'informatique? Est-ce que tout petit déjà, dès que tu as vu des ordinateurs, tu as eu un coup de cœur, ou c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard? Alors, question assez complexe, j'ai envie de dire, en tout cas pas simple à répondre. Je pourrais pas dire que je sais exactement quand cet attrait pour l'informatique est arrivé. La seule chose dont je me souvienne réellement, c'est que déjà, effectivement, dès mon plus jeune âge, je dévissais tout ce qui était électronique. Tu te dévissais, en fait, tu endommageais les choses, tu peux pas le dire comme ça. On peut le voir sous ces angles-là, mais on peut aussi se dire que c'était pour découvrir. Mais je te charrie, bien sûr. À l'intérieur de ces boîtes noires, parce qu'il faut le repréciser, c'était voir une radio, une télévision, un ordinateur qui fonctionnait, qui émettait des sons. C'était finalement, passionnant d'aller ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, même si j'y comprenais pas grand-chose à l'époque. Mais il y avait déjà, cet attrait-là, donc d'aller découvrir au-delà de l'aspect physique, au-delà de la boîte qu'on voit, d'aller savoir finalement qu'est-ce qui était à l'intérieur de ces machines-là. Donc tu avais cette curiosité de découvrir. Exactement, il y avait déjà cette curiosité de découvrir, et l'informatique, j'y suis arrivé, j'ai envie de dire un peu par hasard, parce que après le bac, je devais plutôt m'orienter vers la logistique. Ok. C'est ce que j'avais choisi. D'accord. Sauf que j'ai pas correctement suivi, on va dire,
les dates pour passer les concours. C'était à l'ENEAM à l'époque. Donc le concours de la GTL, gestion des transports et logistique, était fermé. Et il y a un oncle qui m'a dit, un tonton qui m'a dit, je pense que tu devrais regarder du côté informatique, parce que moi j'ai des copains à moi qui sont dans l'informatique, et je dois t'avouer que c'est eux qui font la pluie et le beau temps en ce moment. D'accord. Et c'est comme ça que je suis allé vers l'informatique de gestion, donc la filière IG à l'ENEAM. Donc en fait, tu as été, on va dire, un peu orienté par quelqu'un qui savait comment les choses avançaient, qui anticipait les tendances. Exactement. Les tendances sur le métier, les opportunités que tu pourrais avoir en allant vers ce type de formation. Donc tu es resté, c'était pas à l'ENEAM, là tu as fait ça où, cette formation? Oui, c'était à l'ENEAM. Et ensuite, tu es parti en France? Non, alors j'ai fait 2 ans à l'ENEAM, parce que j'avais fait le BTS informatique de gestion. Oui. Ensuite, j'ai entendu parler par un ami d'une autre école privée de la place qui proposait en fait une année. Et au cours de à la fin de cette année-là, on pouvait passer un concours pour intégrer une école d'ingénieur en France. Ok. À la base, j'avais aucune envie de voyager. Je voulais continuer ma belle vie après le collège au Bief, continuer en tout cas à Cotonou. Sur place, oui. Voilà. Et ça m'a paru être une bonne idée. Donc j'ai intégré donc cette année de licence là dans l'école en question. Alors il y a un professeur qui m'avait beaucoup marqué. Je vais pas le nommer, mais on est devenus du coup assez proches. Ok. Il venait du Canada de mémoire, et il était consultant à l'ONU, consultant informatique à l'ONU. Il était toujours bien sapé, un jeune premier, quoi, comme on le dit. Il était toujours bien sapé, et il nous faisait des cours d'électronique. Ouais. Si ma mémoire est bonne, c'était ça. Ce sont ces fringues qui te captivaient ou c'était autre chose? C'était plus son allure, sa vivacité d'esprit. D'accord. Et également, j'ai envie de dire, finalement, sa capacité à mettre tout le monde à l'aise, en fait. Ok, d'accord. Donc il y avait un bon relationnel. Il y avait un très bon relationnel qui m'avait marqué. Et j'étais très assidu du coup à son cours. Et comme j'aime bien dire que je suis un gros fainéant à la base, mais quand je me passionne de quelque chose, généralement, ça donne de bons résultats. Et donc, à son cours, j'étais parmi les meilleurs, sinon le meilleur de la promotion. Mais c'est assez fréquent, hein, même quand on regarde au lycée et parfois même au primaire. Moi, je me souviens, on le voit aussi avec nos enfants aujourd'hui, l'enseignant conditionne beaucoup les résultats des élèves, ou en tout cas au moins leur implication. C'est ça. Parce que parfois tu n'as pas de très bonnes notes dans une matière, et le fait de changer de professeur une année, tu vas découvrir que finalement c'est pas la matière le problème. C'est peut-être toi qui n'étais pas assez intéressé à apprendre, parce que il y avait pas la petite magie que l'enseignant peut transmettre. Il te captivait pas. En tout cas, moi, ça m'est arrivé 1-2 fois dans une matière au collège, et je connais beaucoup d'autres cas. Donc, c'est quelque chose qui t'a stimulé aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup stimulé, et ce qui était très moteur aussi, c'est que c'est ce professeur-là qui m'a motivé finalement à passer le concours, pour lequel j'ai adhéré à cette année de formation dans l'école privée. Et je lui disais à l'époque que, je pense pas que mes parents auraient les moyens à ce moment-là de m'envoyer poursuivre mon cursus à l'étranger. Et ce qui m'a fait assez tiquer, pour dire ça en ces termes, c'est qu'il a proposé un soir de venir à la maison pour voir mes parents et leur dire que lui aussi il venait de familles plutôt modestes, et que de toutes les façons, de ce qu'il a vu sur toute l'année, que j'étais un jeune, un petit assez débrouillard, et qu'une fois sur place, il n'avait aucun doute que j'allais m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et ça a fini effectivement de convaincre mes parents, qui, je les remercie d'ailleurs, ont pris le risque avec moi
parce que on sait comment ça se passe un peu. On vend quelques biens par-ci par-là. Bien sûr, financer les études. Financer les études. Et je me rappelle aussi que j'avais dit à mes parents, j'ai pas besoin que vous me financiez les études, j'ai juste besoin que vous m'accompagniez dans le processus et que vous m'aidiez à atterrir, en fait. Lancez-moi, quoi, que j'atterrisse là-bas. Lancez-moi, que j'atterrisse. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je pense que si on doit en juger aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, si on doit se baser là-dessus pour se demander si tu as tenu ta promesse, on pourrait dire que je suis sur le chemin. Voilà. Ok, très bien. Je voulais te laisser finir la phrase. Et on va justement parler de tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent, des exploits, parce que ce sont des exploits que tu es en train de réaliser. Est-ce que tu as décidé, quand tu as fini ton master en informatique appliquée à la gestion d'entreprise, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu as décidé de lancer une entreprise tout de suite, ou est-ce que tu t'es dit, justement, comme tu avais des challenges aussi pour mobiliser des ressources et continuer ton séjour, je vais travailler d'abord. Je sais que dans ces filières-là, on peut être consultant, ça paye très bien. On peut également être dans le salariat. Comment ça s'est passé avant AS Farm, qui est donc l'entreprise qui porte ton produit phare aujourd'hui, qui est ce logiciel? Alors, si je me permets de revenir un peu en arrière. Du coup, j'ai passé ce concours-là, concours que j'ai eu où j'étais le premier du concours au niveau Bénin, pour une école d'ingénieurs en France. Félicitations. Merci. Du coup, j'ai été dans cette école-là. Bizarrement, je suis tombé dans une filière qui était pas forcément ce que je voulais. Parce que je suis tombé dans un parcours électronique et informatique industrielle, alors que moi, j'avais fait plutôt informatique appliquée à la gestion des entreprises au Bénin. Et j'ai quand même tenu une année dans ce parcours-là. Je me sentais pas trop à l'aise parce qu'il y avait plusieurs challenges. Il y avait déjà le fait de s'acclimater. J'étais tombé dans une ville perdue qu'on appelle Lannion, dans les Côtes d'Armor. C'est pas du tout là où les étudiants vont, où on n'est pas dépaysé, parce que c'est voilà, c'était une toute petite ville. Un gros choc culturel, quoi. Voilà, un gros choc culturel. On était de rares personnes noires africaines dans cette ville-là. Il y avait pas de bus pour aller à l'école. Donc je me suis heurté, on va dire, à ce gros bloc de froid où j'avais quand même 5 kilomètres à parcourir sans bus et sans voiture à l'époque. Donc on a eu pas mal de périodes où il fallait marcher pour aller à l'école. On a eu la chance quand même aussi de rencontrer des grands frères qui étaient là avant nous et qui nous permettaient en tout cas de les accompagner sur les premiers mois. Voilà, c'était les premiers challenges déjà quand je suis arrivé. Je me rappelle que tous les soirs, je me demandais mais qu'est-ce qui m'a emmené dans ce bourbier et y repenser comme ça. En tout cas, ça fait remonter les souvenirs. Ça fait remonter pas mal de souvenirs. Je vois tes yeux là. Même si la lunette arrive à camoufler certaines choses. Les yeux sont rien du tout. Non, mais c'est tout à fait normal. Non, mais c'est clair que ça fait remonter pas mal de souvenirs. Et finalement, avec du recul, c'est quand même assez. C'est une expérience qui valait le coup. Donc bon, pour revenir à ta question, j'ai fini. Finalement, j'ai changé de filière. Je suis allé en MIAGE, donc méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, qui était finalement le prolongement parfait de la filière que j'avais fait au Bénin. En dernière année, j'ai choisi l'option informatique plutôt informatique décisionnelle. Voilà, donc globalement, comment utiliser de la donnée pour pouvoir prendre des décisions stratégiques dans une entreprise. Quand j'ai fini, j'ai d'abord travaillé en tant que salarié dans une grosse ESN. Dans une grosse ESN que je vais pas mentionner, mais j'ai fait mes premières expériences, on va dire, avec cette ESN-là. À la fin de mon stage de fin d'études, j'étais devenu tellement ami avec la DRH, donc que finalement tous les étudiants de mon école qui envoyaient des CV, elle me les envoyait en fait pour me demander mon avis. Et j'étais tout frais stagiaire, tu vois, j'étais encore stagiaire. Et c'est vrai que
à ce moment-là, en fait, elle m'a donné un peu un goût autre. Enfin, je veux dire, elle m'a permis de voir un côté de moi que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que j'étais arrivé pour faire de l'informatique, mais finalement, je me suis retrouvé à également servir de filtre à une DRH. Oui, donc en fait, tu as découvert que tu avais des aptitudes pour tout ce qui peut être management. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Et sans expérience, c'était difficile quand même de prendre un poste de management. Donc naturellement, j'ai commencé. Donc finalement, j'ai pas signé avec eux. Ils m'ont fait une proposition qui était pas mal, mais j'étais à Rennes à l'époque et je voulais absolument aller en région parisienne parce que mon objectif a toujours été à un moment donné, de rentrer ou de faire des choses en Afrique. Et donc, la région parisienne. C'est le cœur battant, quoi. Cœur battant. Ce qui me rapprochait finalement le plus du vol à prendre pour descendre sur le continent. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a eu ce parcours parce que les gens voient souvent le résultat. C'est-à-dire que si on prend ton cas, par exemple, ils vont voir sur LinkedIn ou ailleurs. D'ailleurs, tu étais là il y a quelques jours pour un grand salon à Cotonou, un salon sur le numérique où tu as été invité par une grande firme multinationale. Donc les gens, ils voient ce qu'on peut appeler le résultat ou les résultats actuels et ils ne peuvent pas imaginer tout ce qu'il y a comme parcours. C'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast et que parfois on vous titille avec des questions qui peuvent faire remonter un peu certaines émotions. Notre but, c'est pas de vous faire tanguer, mais c'est surtout de passer un message. Il n'y a pas de parcours rectiligne. Et c'est la façon dont on appréhende chaque étape qui, en fin de compte, va nous permettre d'atteindre un objectif ou un autre. Et je pense que tu es vraiment une des personnes qui incarne cette résilience que nous, on défend à la Rock Academy. Et merci d'avoir partagé ce point-là. C'est un point intimiste. Je suis sûr que tu n'en parles pas souvent. Et que certains vont l'entendre pour la première fois, des gens qui te connaissent même. Et merci beaucoup d'en avoir parlé. Du coup, tu découvres cette fibre managériale qui commence à prendre vie un peu en toi. Et après, il y a un déclic, tu vas me dire lequel, qui fait que tu décides, une fois à Paris, après avoir travaillé ailleurs, etc., de créer une boîte. En 2014, si je me trompe pas, 2014-2015. 2014. Tu crées une boîte en te disant, je vais me mettre à mon compte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu le fais? Et comment est-ce que ton entourage, notamment tes parents, accueillent cette décision en sachant qu'il y a eu beaucoup de sacrifices pour t'envoyer de l'autre côté, que tu as fait un beau parcours, que tu trouves un travail et que du jour au lendemain, tu décides de sauter un petit peu, je vais pas dire dans le vide, mais on sait que l'entrepreneuriat, c'est assez incertain. Alors, c'est, on va dire, un parcours assez, finalement, je pense, classique. J'ai commencé à travailler donc en région parisienne, dans un cabinet de consulting où j'étais consultant CRM, Customer Relationship Management. Yes. Donc, j'accompagnais en fait des clients internationaux à mieux gérer la relation avec leurs clients. Et donc moi je sais plus partie de l'équipe technique, mais plutôt la partie de coordination finalement, parce que je discutais avec le client et je revenais en fait avec une équipe technique derrière en bac pour pouvoir faire les meilleures configurations pour répondre aux besoins de ces clients-là. Donc c'est un parcours que c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée parce que finalement c'est les personnes qu'on rencontre qui font un déclic. La vie c'est des rencontres. Succession de rencontres. C'est ça. Et donc dans cette expérience-là, j'ai rencontré mon directeur de projet, c'était un Afro-Américain qui, contrairement à ce que j'ai vu de mes stages et de ma première expérience dans l'ESN, avait un style de management complètement déjanté. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais globalement, c'est pas du tout la personne qui va être sur ton dos, ce qu'on peut beaucoup voir en France. Oui, dans l'environnement francophone en général. Voilà, dans l'environnement francophone en général. Mais c'est quelqu'un qui m'a tout de suite fait confiance. Et c'était assez paradoxal parce que la première fois qu'il m'a mis en front, ça a été un échec avec le client. Mais malgré ça, il a continué en fait à me pousser parce qu'il me disait moi je sens que tu peux faire ce travail de manager là, même si t'as pas d'expérience technique, même si finalement tu vas avoir 3-4 développeurs qui sont en dessous de toi, qui sont beaucoup plus expérimentés que toi.
je pense que cette fibre managériale là, il faut que tu la travailles. Il a su lire en toi. Il a su lire c'est ça la clé des grands managers, hein, c'est de repérer les talents. Exactement. Et finalement, c'est lui qui m'a mis au devant de la scène. Et j'ai pris confiance dans cette expérience-là. Et j'avais vu les associés de cette boîte à l'époque, et je leur avais dit que moi, mon envie, c'était finalement de rentrer en Afrique. Mais bon, pas me jeter dans le vide. Mais si, par exemple, eux, ça les intéressait de pouvoir lancer une filiale en Afrique, que je serais partant en fait pour faire l'expérience. Et ce directeur de projet dont je parle, qui est afro-américain, était à une phase de sa vie également où, malgré qu'il était en France, qu'il vient des États-Unis, c'est vraiment quelqu'un qui a fait les rues d'Harlem, quoi. C'est Roots. Voilà, quoi. Tu vois. Donc il avait aussi envie de découvrir un peu le Nigeria, et donc il faisait un peu le parallèle à chaque fois avec mon prénom Oladide, où il me disait ça fait plus Nigeria que Bénin. Et bon, pour la petite histoire, je lui ai raconté un peu l'origine de la famille. Et ça, en fait, tout ça m'a conforté à me dire il faut que tu rentres en Afrique. Et donc moi, ça a toujours été très présent dans ma tête de me dire je vais rentrer en Afrique. Et quand j'ai vu mes directeurs, enfin les associés à l'époque, ils m'ont dit si tu arrives à avoir un bon client en Afrique, moi je vais te faire rentrer. Donc j'ai regardé, j'ai touché 2-3 personnes, j'ai vu des appels d'offres de firmes internationales. Ouais. J'en ai ramené un auquel on a participé, on a eu le deal. Super. Et en fin de compte, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais finalement pas assez d'expérience pour gérer ça. Donc ça a été une grosse frustration pour moi. Et je suis parti un peu sur un coup de tête comme ça de cette expérience. Frustré avec une envie de revanche. Exactement, positive. Oui, je connais un peu ce sentiment. Et d'ailleurs, c'est un moteur, hein, parce que tout dépend de ce que vous faites, de ce qui vous arrive. Ça aurait pu t'abattre. Ouais. Et tu aurais pu retourner dans le salariat avec toute la frustration que tu as emmagasinée. Mais manifestement, toi, ça a été un ressort. C'est ce que moi j'appelle la rage positive. Je dis, il faut transformer tout ce qui vient vous challenger comme ça en trampoline pour aller beaucoup, beaucoup plus haut. Et c'est la définition, selon moi, de la résilience. C'est-à-dire que quand les gens me parlent de l'endurance et de la résilience et qu'ils ont parfois la difficulté à faire la différence, j'explique ça avec une image très simple. Moi, je vois le ballon de basket. Je dis, à chaque fois que tu tombes, il faut que tu montes plus haut. Et en principe, une balle de basket, si tu la lances bien sur le parquet, plus le choc est fort, plus tu vas la voir monter haut. Et c'est, à mon sens, ce que tu as appliqué. Tu as eu de l'audace. Moi, je veux le souligner parce que c'est quand même le trait d'union entre les rêves et leur réalisation. C'est le O de rock, R-O-C. Et tu as eu l'audace d'aller proposer à ces personnes qui étaient supérieures et hiérarchiques de monter quelque chose en Afrique. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut qu'on souligne. Les gens n'ont pas l'habitude de prendre des initiatives. Et on catégorise beaucoup les choses aujourd'hui en disant, il y a les salariés, il y a les entrepreneurs. Alors qu'en réalité, on peut faire les deux, pas forcément simultanément, mais c'est pas parce que tu es salarié que tu deviendras pas entrepreneur ou que l'entrepreneur peut pas devenir salarié. Ton exemple illustre bien. Donc tu pars frustré et tu te dis, je vais leur montrer. C'est un peu ça ou pas? Alors, pas forcément, je vais leur montrer, mais en tout cas... Un petit peu? Même pas. Non, très honnêtement, je suis parti plus avec en tête l'idée de me dire, je veux désormais faire ce que j'ai envie de faire. Ok. Et vraiment, j'étais parti... j'étais quand même... on parle de 2012, 2013. J'étais assez bien payé quand même. J'avais pas de famille, rien du tout. Même si j'étais finalement un backup pour ma famille, côté bien sûr. Mon père, ma mère et mes frères et sœurs qui étaient derrière moi. Tu renvoies l'ascenseur puisqu'ils t'ont poussé. Ils m'ont poussé. Bien sûr. Donc je payais les scolarités et tout ça pour aider les parents. Bien sûr. Et parce que je considérais également que ce sacrifice-là qu'ils avaient fait à l'époque pour que je parte, il fallait que je le leur rende un minimum. Absolument. Donc je suis plus parti en fait en me disant il faut que désormais je fasse ce que j'ai envie de faire. Parce que moi j'ai toujours défini la réussite
comme étant non pas combien j'ai dans mon compte en banque, mais plutôt ma capacité à décider à chaque instant de faire ce que j'ai envie de faire. Absolument. Tu vois. Et je suis parti finalement avec cette idée-là de me dire, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Mais pour faire ce qu'on a envie de faire, il faut faire ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on doit faire. Faut avoir un peu ça. Exactement. Donc, je me suis d'abord lancé en tant que... Non, j'ai lancé d'abord une boîte de conseil, finalement, sans idée particulière derrière. L'idée, c'était juste de trouver des TPE... Faire du cash pour pouvoir avancer, pour pouvoir avancer sur notre projet. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent de l'entrepreneur qui a une idée révolutionnaire ou même une idée tout simplement et qui la lance. Moi, je suis parti vraiment pas avec une idée de produit, de service. Je faisais du conseil, en fait. Je faisais du conseil. J'ai juste répliqué, en fait, ce qui se faisait. Bien sûr, je me suis dit ce que je faisais pour cette entreprise-là qui est d'une certaine taille. Pourquoi ne pas le faire, en fait, pour des entreprises finalement qui démarraient, pour des startups, des TPE. Bien sûr. C'est comme ça que je me suis lancé. J'ai commencé à faire des sites internet par-ci par-là. Et je savais que c'était pas viable parce que ça nécessitait de courir après des startups, des TPE qui n'ont pas toujours les moyens qu'il faut, qui te payent toujours en retard au lance-pierre absolument et tu vends ton temps en fait et tu vends ton temps. Tu peux avoir 1000 clients bien sûr, c'est ça, et donc c'était assez compliqué. Donc très vite j'ai cherché des missions de conseil auprès de grands groupes cette fois-ci. Donc j'ai travaillé pour de grosses firmes quand même en tant que consultant indépendant. OK. Et c'est à cette époque-là, en fait, que on a finalement lancé AS Farm. AS Farm. Parti de mon associé, mon cofondateur, qui était en mission au Congo. OK. Et qui a rencontré un pharmacien qui a fait un pharmacien qui avait des difficultés, en fait, dans sa gestion. Ah, ben ça tombe bien parce que, petite parenthèse, permets-moi, j'allais te demander juste après, quel a été le déclic? Pourquoi avoir choisi cette niche des pharmacies? Et donc là, tu m'expliques que c'est surtout parce que lui, ton cofondateur, a découvert qu'il y avait des problèmes chez les pharmaciens. Alors, il a rencontré un pharmacien lors d'une mission, en fait, qu'on faisait là-bas. Il a rencontré un pharmacien qui parlait de problèmes de gestion. Donc, il lui a développé un truc rapidement. Et autour d'une discussion, il m'a appelé. Il savait que moi, j'étais déjà lancé en France. Donc, il me parlait de cette solution-là. Et comme étant entrepreneur, on va dire, dans la tête, dans l'âme, il y a pas besoin de l'aide dans l'âme pour être entrepreneur et réussir. Mais moi, ça a toujours été un driver pour moi, une ligne directrice pour moi. Je lui ai dit, tiens, cette solution-là, moi, j'étais sur du service, je cherchais une solution pour avoir finalement quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc, je lui ai dit, on peut creuser cette histoire-là. Donc, très rapidement, quand j'ai eu cette information, j'ai pris un billet d'avion en découvert. Je suis arrivé sur Cotonou. Les dessous. Backstage. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était ton cabinet d'avant, ton agence, qui a fait communication, le branding, le logo AS Farm, le tout premier logo. Dans une autre vie. Dans une autre vie. J'avais une agence de communication, en effet, Pyramide Consulting. Et on s'était chargé du branding. Exactement. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui. Bon, on se connaissait un peu, mais voilà, sans plus. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a commencé à travailler ensemble et à faire des choses ensemble. Et donc moi je suis rentré à Cotonou, on a fait une conférence où on a invité les pharmaciens du Bénin, où on a présenté la solution et moi la démarche justement que j'ai apprise dans mon ancienne expérience où mon job finalement c'était d'arriver et de dire aux clients dites-moi quelles sont vos problématiques, et l'équipe de réalisation développait ce qu'il fallait. J'ai fait exactement la même chose. Je suis arrivé, on a réuni une quarantaine de pharmaciens et on leur a dit est-ce que vous avez des problèmes? Si oui, dites-les nous. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ils nous ont parlé des difficultés qu'ils avaient. On a redéveloppé du coup. Donc vous avez construit vraiment, je vais dire le prototype final
Ou alors la deuxième version. La deuxième version. Enfin, finalement, la première vraie version. Parce que l'autre, c'était un truc fait rapidement. Voilà. C'est pour ça que je disais un peu le prototype final sur la base de leur feedback à eux. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment été orienté client, comme on dit, hein. Totalement. Enfin, notre démarche chez AS Farm a toujours été très centrée client. On a toujours eu une co-construction finalement avec nos clients. Ouais. Donc, vous lancez ce logiciel au Bénin. Certains pharmaciens l'adoptent, d'autres non. J'imagine qu'il y avait des sceptiques, quelques enthousiastes, etc. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment au début vous faites, alors que vous arrivez sur un marché qui, je suppose, je n'ai pas tous les contours, tous les détails, mais je sais que c'est assez difficile de pénétrer ce genre de marché. Ce sont des niches où il y a des monopoles assez souvent, donc 2-3 boîtes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui ont capté un peu tout le monde. Et comme c'est pas des secteurs auxquels on pense souvent, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens qui viennent les challenger. Vous arrivez, petite boîte de jeunes qui viennent, qui veulent bousculer un peu les lignes. Comment ça se passe? Comment vous arrivez au niveau du rapport de force à vous imposer et à obtenir la confiance des pharmaciens locaux? Alors, déjà t'as complètement raison, hein. C'est un secteur qui est un secteur de niche. Les pharmaciens sont un peu perçus, enfin c'est même pas une perception. La vérité, c'est que les pharmaciens, c'est la deuxième, troisième classe la plus riche. Socio-professionnellement dans l'environnement. Professionnellement. Et du coup, forcément, on a du mal à les approcher. Donc, effectivement, on a eu pas mal de... Donc, tu veux dire qu'eux-mêmes, ils sont déjà fermés. À part les concurrents, il y a déjà ce barrage. Il y a déjà ce barrage-là. C'est un métier à ordre. Oui. C'est de la data assez sensible. Oui. Quand on parle de pharmacien, on parle de beaucoup de chiffres aussi, on parle de santé, finalement, on parle de beaucoup de sujets qui sont très chasse gardée, tu vois, où en arrivant, forcément, on trouve pas les grands battants, quoi. Donc, il y a déjà ce premier frein-là. Et mais bon, moi, ça m'a pas freiné parce que je me suis dit, si leur solution répondait réellement à leurs besoins, ils n'allaient pas venir une quarantaine n'allait pas se déplacer sur l'événement qu'on a organisé. Pour écouter déjà ce que vous proposiez. Voilà. Okay. Oui, donc malgré que on rencontrait des pharmaciens qui nous disaient non, moi tout va bien et tout. Je me disais, il y avait une petite voix qui me disait dans ma tête, si tout allait bien, il y aurait eu 2 personnes, quoi. Voilà, il y aurait eu 2 personnes. Ouais. Donc ça m'a motivé à me dire, non, il faut trouver justement le moyen d'aller les chercher. Donc ça mis de côté, si on revient sur la concurrence, effectivement, il y avait 2-3 gros acteurs qui étaient là depuis 20-25 ans. C'était la même solution en fait, finalement reprise par plusieurs personnes. Ok, d'accord. Qui se sont partagés un peu le gâteau, marché. Quoi. Voilà. Et ça n'avait pas vraiment évolué. C'est ce que tu veux dire. C'est des solutions qui étaient un peu obsolètes. Oui, alors pour la plupart, oui, c'est des solutions qui étaient un peu obsolètes, en tout cas qui n'embarquaient pas vraiment les nouvelles facilités technologiques qu'on avait. Et donc nous on arrivait aussi avec cette promesse-là de dire on améliore votre gestion, mais en vous apportant des outils modernes. Et ce discours-là, même s'il parlait pas tout de suite, il a fallu avoir finalement un pharmacien à Porto Novo qui nous a fait confiance. On lui dit merci. On lui dit un gros comme on dit, les clients zéro, comme on dit, c'est des clients qu'on ne peut pas oublier, quoi. C'est ça. On lui dit un gros merci. Et en plus, c'est lui qui a été la personne qui a payé la solution la plus chère. Ah, d'accord. Parce que après, il nous a emmenés, il nous a présenté à des personnes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à faire nos premières armes. Donc, ça n'a pas été facile. Même par ce biais-là, vu que c'est un métier à ordre, comme bien sûr, finalement ça se joue un peu bouche à oreille, recommandation. Ouais. Après, il faut bien faire le job, forcément aussi. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et pour la petite histoire, je me rappelle qu'un pharmacien, paix à son âme, est venu de la Côte d'Ivoire parce qu'il a vu un passage que j'avais fait sur Télé Sud ou Canal+, je sais plus quelle chaîne, mais en tout cas, il était rentré chez lui à Abidjan un soir. Il a suivi une émission sur laquelle j'étais passé. Il s'est dit, j'ai les mêmes problèmes en Côte d'Ivoire. Il faut que j'aille voir ces jeunes-là. Donc, il m'a contacté.
Et dans la foulée, il est descendu à Cotonou pour voir. Ah, mais ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est de là qu'est parti vos velléités vos velléités d'expansion? Pas du tout. Pas du tout. En fait, il est arrivé très tôt. Et quand il est arrivé, il est resté un week-end où on a bien travaillé, on a bien regardé ce qu'il avait là-bas à Abidjan, qui était déjà beaucoup plus avancé que ce qu'on pouvait voir ici. Mais ça nous a permis de voir le niveau des solutions de ce type, finalement, des concurrents en Côte d'Ivoire. Ailleurs, oui. Ailleurs. Okay. Et ce passage-là, il nous a permis également de level up, donc d'élever bien sûr nos standards à nous. Bien sûr. Parce qu'il fallait qu'on colle d'abord à ce que lui, il avait avant de prétendre lui fournir une solution. À mieux que ce qu'il a déjà. À mieux que pour qu'il accepte de partir de ces autres prestataires. C'est ça. Mais à quel moment, moi, c'est vraiment, je pense que c'est un point de bascule. Tu me diras si je me trompe, parce que évidemment, comme on travaille depuis longtemps ensemble, j'ai suivi un petit peu votre parcours aussi. Mais je ne sais pas, je vais le découvrir aujourd'hui en même temps que vous. À quel moment vous décidez d'aller au-delà du marché béninois? Parce que moi, je dis souvent qu'on souffre du syndrome du champion local. Dans nos petits pays, petit en termes de superficie, nous avons l'habitude de penser que quand on est au-dessus de la moyenne, on est déjà très fort, dans tous les sens du terme. Et si je ramène ça au niveau du business, les gens n'ont pas cette habitude d'aller chercher plus loin, parce que c'est vrai, c'est difficile, ça demande des moyens, il y a pas mal de challenges, mais on n'a pas vraiment cette habitude. Et on voit beaucoup de personnes qui plafonnent ici, alors qu'elles peuvent aller plus loin. Vous avez commencé très tôt cette expansion. Vous avez commencé à aller dans d'autres pays, Togo, ailleurs. Je me souviens que quelques fois on s'est au téléphone, tu m'as dit que tu allais prospecter au Togo il y a longtemps, hein. Et tu partais en voiture. Il y a plein d'autres anecdotes qu'on va pas forcément révéler ici, mais ça n'a pas été simple. À quel moment vous dites non, nous on y va, on va pas attendre d'être leader sur le marché béninois, on va chercher ailleurs, ce qui est louable. Mais qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Alors, déjà il faut se dire que quand ce pharmacien ivoirien est arrivé, oui. Et que on l'a partagé sur les réseaux sociaux, là on a commencé à avoir des pharmaciens béninois. Très bien. Qui nous ont appelés pour dire, vous allez chercher des pharmaciens. La fameuse technique. Alors que nous on est là et tout ça. Alors qu'on a eu des périodes de prospection où on nous laissait au comptoir. Mais c'est comme ça. Oui, c'est souvent comme ça. Pendant des heures et des heures, on était vraiment, en tout cas très peu considérés. Bien sûr. À l'époque. Mais la validation extérieure, ça change beaucoup de choses. Voilà, ça a pas mal changé parce que du coup, on a eu quelques pharmacies qui sont venues comme ça. On a atteint la première dizaine, la première quinzaine, et on a commencé du coup à aller voir les grossistes pharmaceutiques pour leur dire vous mettez du stock à disposition dans les pharmacies. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, vous permettez aux pharmacies d'avoir des solutions qui permettent de sécuriser, de fiabiliser le stock que vous leur confiez. Ok, vous passez par les grossistes pour avoir plus de clients en une fois. C'était ça la stratégie. Hein. C'était ça la stratégie. Okay. Même si ça n'a pas été un franc succès. Okay. Mais c'était ça la stratégie. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, l'internationalisation, puisque c'est la question que tu posais, c'est vrai qu'elle est arrivée très tôt parce qu'on a commencé à viser international, en tout cas sous-régional, dès les 50 premières pharmacies. Okay. Parce qu'on était arrivé, en fait, faut savoir que nos marchés sont assez petits. Oui. Et je le dis toujours, moi j'ai co-créé AS Pharm, comme le nom l'indique, l'AS, le numéro 1 de la gestion pharmaceutique. Okay. Donc moi j'ai co-créé AS Pharm pour devenir un leader de la gestion pharmaceutique. Et pour être leader de la gestion pharmaceutique, en tout cas on peut pas se prétendre leader en étant sur un petit marché et en ayant, même si on prenait 100% du marché béninois, on aurait eu 300 pharmacies à l'époque. Et du coup, on est arrivé au bout de 50 pharmacies. Je sentais qu'on avait atteint un plafond de verre, un peu, où on ne transformait plus beaucoup, où c'était compliqué. On végétait un peu. Ouais. Et comme j'avais absolument pas envie, en tout cas, de rester dans cette espèce finalement de un faux confort. Voilà, de faux confort, parce que à 50 pharmacies, on faisait assez de bruit quand même à l'époque, on communiquait beaucoup de médias, beaucoup de trucs, donc on était dans un confort. Ça nous permettait de payer nos charges plus ou moins, mais bon, c'était pas l'objectif, quoi.
Et donc, on a commencé à aller dans les autres pays. Finalement, on a rencontré le Niger a été le deuxième pays qu'on a lancé. Parce qu'on a été sur un salon de pharmacie en France. On était d'ailleurs le premier éditeur africain à s'être lancé sur ce salon-là, qui les tarifs sont assez chers et tout ça. Mais nous, on s'est dit tout de suite, en fait, si on a cette ambition-là, qui est sous-régionale, qui est Afrique francophone, oui. Il faudrait tout de suite qu'on se projette et qu'on aille voir ce que les leaders mondiaux font. Tu vois. Et pour faire des rencontres aussi. Pour faire des rencontres aussi. Bien sûr. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la plupart des pharmaciens africains allaient sur ce salon-là. D'accord. Pour aller regarder les innovations en thème pharmaceutique, en thème santé, mais également en thème informatique. Donc, gros vivier de clients. Gros vivier de pour clients, vous. C'est ça. Donc, on a eu de mémoire un premier contact là-bas qui nous a dit moi, je suis une pharmacie du Niger, est-ce que vous êtes intéressé? Et voilà, c'est un peu parti comme ça. Comme ça. Donc finalement, l'internationalisation pour nous, elle s'est, même si de l'extérieur, on peut penser que on se lance et on y va. Je pense que l'internationalisation est rarement une question de décision. Elle doit être une opportunité en fait. Mais je suis à moitié d'accord avec toi parce qu'il y avait déjà, toi-même tu l'as dit, il y avait cette ambition depuis le départ d'être leader. Oui. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens pêchent dans leur vision, dans leur façon de voir les choses. Ils commencent en se disant, je veux quelque chose qui va fonctionner. Mais ils se donnent pas de champ suffisamment large pour pouvoir progresser. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, je veux être leader, je peux pas être sur un seul marché. Donc, tu appelais déjà l'univers des oreilles, hein, alors, si on peut dire les choses comme ça. Non, alors, il faut bien entendre ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord que l'internationalisation, c'est d'abord une question de volonté. Oui. Il faut vouloir. Après, le marché le valide. Valide. Ce projet-là. Bien sûr. Ça. Oui, là, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais à moitié. Je suis d'accord. Tu peux avoir des ambitions, mais si ton produit ne correspond pas aux besoins qu'il y a sur d'autres marchés, tu vas pas bouger. Tu iras nulle part. Voilà. Mais vous saviez ce que vous vouliez, vous avez pris le risque aussi. Et ça, c'est une question de mindset. Comme je disais, il faut qu'on comprenne ton logiciel. Et je remarque, depuis qu'on échange, qu'à plusieurs reprises, tu as pris des risques. De véritables risques. Tu t'es dit, OK, je vais lancer la boîte. OK, j'invite des pharmaciens pour leur proposer une solution. On verra. Ils arrivent, vous essayez de les convaincre, ça marche pas trop, vous continuez, puis quelqu'un vous donne votre chance et il vous amène voir d'autres pharmaciens, ça continue. Après, tu te dis, OK, on va aller sur un grand salon où la place doit se chiffrer en plusieurs milliers d'euros, j'imagine, alors qu'on sait très bien qu'une entreprise qui est en train de se construire, elle a des tensions de trésorerie. Généralement, même quand il y a de l'argent, on a beaucoup d'argent dehors. Ouais. Donc, c'est toujours un risque. Et vous l'avez pris, ça a été payant. Vous avez commencé à ouvrir un peu partout. Aujourd'hui, vous êtes dans 7 pays, c'est ça? Hein? C'est ça. OK. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Niger, Sénégal. 5. Cameroun. 6. Gabon. 7. RDC. 8. Madagascar. Donc 9 finalement. D'accord. Donc, en fait, ta boîte a plus de succès que tu le penses parce que tu m'avais dit 7. Ouais, non, c'est une bonne chose. Parce que on a 2 nouveaux pays, en fait, qui se sont rajoutés. Parce qu'il faut savoir que, en 2023, on a fait un gros pivot. OK. On est passé, dans ce qu'on appelle le SaaS. Donc, Software as a Service. Donc, où on n'est plus dans un modèle où on est obligé d'aller dans les pharmacies pour aller installer un logiciel. Très bien. On diffuse plutôt en fait et les pharmaciens, enfin nos clients le consomment via Internet. Donc ça c'est génial. Donc pour ça, vous ça nous ouvre en termes de coûts, en termes de prospection, de logistique, tout simplement, et même de facilité au quotidien. Bien sûr, bien sûr. Pour nous et pour nos clients. Donc tu pilotes de partout. D'ailleurs toi-même, tu vis en France. Mais tu viens que la France et voilà, je sais plus trop. Et les pays. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue off un jour où tu me disais. Que tu sais plus parfois où tu te réveilles. Parfois, je me réveille, effectivement, et je me demande où est-ce que je suis. Ben, tu sais, ça fait rêver beaucoup de gens de se dire, je veux voyager tout le temps. Mais d'un point de vue opérationnel, c'est pas toujours simple. Surtout quand on a une famille, j'imagine qu'il doit y avoir des challenges entre la vie pro, la vie perso, l'équilibre. Oui. D'un point de vue perso, c'est assez compliqué. Il faut le dire. C'est vrai que oui, je discutais avec un ami entrepreneur également et qui a ouvert plusieurs pays aussi. On en discutait sur le séminaire sur lequel j'étais cette semaine, où il disait
moi, enfin, il me disait, mais Régis, finalement, on ne sait même plus où tu es. Et je lui répondais, ben moi non plus, en fait, parce que en réalité, la logistique, elle est assez compliquée et il faut, c'est le moment de faire un big up aussi à mon épouse qui a un vrai support dans toute cette aventure-là. Merci, madame. Depuis le début. Depuis le début, les premières présentations, les premiers PowerPoint, elle veillait pour les faire. Ah oui. Donc, elle a été un gros support. J'espère que tu lui as donné quelques actions. Parce que merci, c'est bien gentil, mais via moi, elle a des actions. là, je suis en train de créer peut-être un incident. Un conflit que tu vas gérer après. Parce que tu sais que je couperai pas au montage. non, mais du coup, elle a été un gros soutien et elle l'est toujours d'ailleurs parce que c'est clairement pas facile. Faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants, quand même. Et gérer ça plus son travail à elle qui est assez prenant, c'est pas simple. C'est pas simple. Et il y a un aspect également de la chose qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas tout de suite. C'est aussi le côté confiance qu'il peut y avoir. Parce qu'elle me laisse partir à chaque fois. Et souvent. Et très souvent. Et je la laisse aussi seule à chaque fois, finalement. Donc il y a ce côté confiance qui finalement est le socle un peu. Et qui fait qu'on peut continuer à bouger et à lancer des choses. C'est important ce que tu mentionnes là, parce que finalement, un couple, c'est une équipe. Moi, je dis souvent que la première entreprise, c'est la famille. Et ton premier associé, c'est ton conjoint ou ta conjointe. Donc, s'il n'y a pas un minimum de confiance, minimum, c'est même pas ça. S'il n'y a pas de la confiance... C'est peut-être pas politiquement correct, je vais dire, mais non, le premier associé, c'est l'État. Parce que tu le veuilles ou pas. Oui, ça c'est un autre débat. Je pense que si on amorce ce débat-là, c'est un autre podcast. Ne l'amorçons pas. Mais je reste sur ma conviction, parce que si toi-même, tu n'es pas dans de bonnes dispositions, tu ne peux pas piloter ta boîte. Tu ne peux pas. Et pour fonctionner au mieux, il faut que chez toi, ça aille bien. Si tu es seul, t'as pas de problème. Enfin, tu te gères, comme on dit. Mais à partir du moment où tu t'engages dans une relation avec quelqu'un, que tu sois un homme ou une femme, hein, peu importe, cette autre personne a un rôle essentiel, selon moi, dans cette course. Parce que c'est comme un copilote. Tu démarres une course de Formule 1. Si ton copilote ou dans l'avion, le copilote est en train de somnoler, il y a un problème. Bon, donc vraiment, c'est important d'avoir quelqu'un à qui on peut faire confiance et en qui on peut avoir confiance, je dirais, et qui peut vous faire confiance. Merci d'avoir souligné ça, et big up à toutes les épouses et à tous les époux aussi, hein, qui soutiennent leur moitié, qui choisissent l'entrepreneuriat, surtout que dans beaucoup de cas, ce sont ces conjoints-là, ou conjointes, qui financièrement aussi aident au début d'une aventure entrepreneuriale, parce qu'ils ont peut-être une stabilité autre, avec un emploi salarié, etc. Voilà. Moi, je connais beaucoup de cas comme ça. Bravo à tous ceux qui restent et qui ne quittent pas le navire, même quand il tangue. Justement, on avance tout doucement vers la fin de ce bel échange. J'ai 1000 questions que je voudrais te poser, mais je vais essayer de condenser certaines choses. On vient de parler d'un navire qui tangue. Tous les navires tanguent. Quand on crée une boîte, elle tangue, surtout les premières années. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit... Mais qu'est-ce qui m'a poussé dans cette galère? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, mais franchement, pourquoi est-ce que je vais pas reprendre un poste de consultant pour me faire X milliers d'euros tous les mois? C'est arrivé, oui ou non? C'est une question rhétorique, je crois que je connais la réponse. Ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours, même jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, ça arrive tous les jours. Même avec 600 clients que tu as là maintenant, il y a des moments où tu te dis, j'aurais pas dû? Oui, alors, enfin, pas que j'aurais pas dû. Alors, je me suis jamais dit je n'aurais pas dû, mais je me suis toujours dit qu'est-ce qui m'a emmené là. Okay. Je fais une petite nuance en tout cas entre ces deux propos. Donc, je ne me dis jamais j'aurais pas dû. Je pense vraiment que j'ai retrouvé ce qui me fait vibrer. C'est l'entrepreneuriat, mais au-delà de ça, c'est l'entrepreneuriat en Afrique. Et je pense que je me suis donné une vraie mission qui est comment finalement permettre aux professionnels de santé d'accompagner la population, aux pharmaciens d'accompagner la population au bon prix et avec les bons médicaments. Donc AS Pharm tel que on la connaît aujourd'hui, qui est une application de gestion pour les pharmacies, n'est que la première étape
Très bien. Finalement, une première étape qui aura duré 9 ans. Bientôt et 10. qui continue de durer, ouais, bientôt 10, puisque en mars 2016, AS Farm aura 10 ans. 2026. 2026, ouais, aura 10 ans. Donc c'est une première phase en fait dans laquelle on est toujours, et aujourd'hui on commence à envisager effectivement la suite, et c'est ce qui moi en fait continue à me faire rester. Est-ce que j'allais te demander qu'est-ce qui te fait tenir en un mot aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait tenir? Bah finalement, qu'est-ce qui fait que tu ne te dis pas c'est bon, je vends mes parts, par exemple, hein, je vends mes parts, je passe à autre chose, je devrais pouvoir me faire un bon billet, faire un bon exit comme on dit dans le business et faire autre chose, ou alors j'en ai ras-le-bol. C'est quoi le moteur de Régis aujourd'hui? J'ai d'ailleurs eu deux fois au moins la possibilité de faire un exit, et en tout cas de passer à autre chose, dans des bonnes ou des mauvaises conditions d'ailleurs, hein, parce que les deux peuvent arriver. Bien sûr. J'en dis pas plus. Bien sûr. Mais j'ai eu cette possibilité là plusieurs fois. Moi, ce qui me fait continuer, ce qui est mon moteur aujourd'hui, c'est de voir toute l'équipe, à la team à qui je dis un gros big up, c'est de voir toute l'équipe qui soutient le projet, qui accompagne les pharmaciens. Parfois, je vois les gars travailler à 3 heures du matin. C'est moi qui leur dis, les gars, allez vous reposer parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc les gars, je vous dis un gros bravo. C'est grâce à vous que tout ça continue finalement. C'est grâce à nos clients, bien entendu, aussi qui sont là et qui même en période difficile, parce que on est une entreprise comme toutes les autres, il y a des périodes compliquées, soit la technique ne suit pas, soit c'est un peu compliqué pour pour une raison ou pour une autre. Donc merci à tous nos clients, merci à toute la team qui m'accompagne au niveau d'AS Farm. Moi, ce qui me fait rester, c'est simplement de voir cette équipe là qui a pris à bras le corps ce qui était ma passion, ma mission à moi, et c'est devenu en fait la leur. Donc même quand moi je m'affaiblis aujourd'hui, je les regarde et je dis j'ai pas le droit de lâcher, parce que eux ils m'ont fait confiance depuis le début. Ils ont cru en toi. Ils ont cru en moi et ils continuent de croire en moi. Et finalement oui, c'est je parle de l'équipe, mais je parle aussi d'investisseurs, de mentors qui à chaque fois me permettent de voir dans la bonne direction, et c'est finalement tout ça, tout cet écosystème là qui permet de rester quoi. Et c'est vraiment cette capacité à me dire que il y a 10 ans, je me suis fait la promesse de devenir un leader du secteur pharmaceutique, en tout cas de l'informatique pour les pharmacies. Et généralement, quand je fais une promesse, j'essaye de la tenir. Ça peut prendre du temps, mais j'essaye de la tenir. C'est ça. Super. Et c'est passionnant, hein, ton parcours est passionnant. C'est intéressant de voir comment est-ce que tu es calibré. C'est le logiciel, comme je disais, on est en train de voir un peu les paramètres, et tu voudras bien partager tout à l'heure 3 conseils, 3 paramètres de ce logiciel, hein, pour clôturer cet entretien, pour toutes les personnes qui entreprennent ou ont envie d'entreprendre ou parfois sont un peu perdues. Et juste avant cette ultime question, là, je te pose une question d'entrepreneur à entrepreneur. Très franchement, dans le day-to-day management, qu'est-ce qui est le plus complexe pour toi? La plupart des entrepreneurs qu'on reçoit sur ce plateau, je le dis pas pour orienter ta réponse, mais de toute façon, ça doit faire partie des éléments. La plupart évoquent la gestion des ressources humaines comme challenge principal. Et on sait tous que être patron, c'est d'abord gérer des hommes. Moi, je dis les entrepreneurs, ce sont des super RH. Que tu le veuilles ou non, c'est ce que tu vas faire. Mais est-ce que dans ton domaine, du fait que ce soit technique ou pour d'autres raisons, il y a d'autres aspects qui sont clés? Je voudrais que tu en choisisses un. Qu'est-ce qui est le plus complexe pour toi en tant que multinationale, dans la health tech, etc. Est-ce que c'est les RH? Est-ce que c'est plutôt au niveau du marketing? Est-ce que c'est les relations entre associés? Est-ce que c'est plutôt les aspects fiscaux et administratifs? Qu'est-ce qui est le plus complexe? Si tu devais choisir un seul aspect. Si je devais choisir un seul, je dirais les RH. Les autres sont compliqués. Comme aussi, toujours, en fait, alors. Les autres sont compliqués aussi. Enfin, les aspects fiscaux, l'administratif, les relations entre associés, parfois ça peut être tendu aussi. Ça peut être houleux, oui, bien sûr. Mais il n'empêche que le vrai levier sur lequel il faut réellement agir, c'est forcément les RH, parce qu'il faut savoir qu'une entreprise, fût-elle technologique ou pas, d'ailleurs, c'est les hommes qui la construisent. C'est ça. Donc à partir du moment où c'est les hommes qui la construisent, toi,
Et d'ailleurs, je le dis souvent, mon rôle au sein d'AS Farm, de la première année à là, a évolué tous les 3 mois. J'ai jamais fait le même métier. Et c'est ça qui me passionne aussi, hein, qui permet de tenir, parce que je m'ennuie très vite. Exactement. Donc, mais oui, je dirais clairement que c'est les RH sans réfléchir. Hein. Donc, je pense que à l'unanimité, hein, sur toute la saison 2, c'est ce qui est revenu et ça risque d'être pareil à chaque fois. Beaucoup de courage à tous les entrepreneurs. C'est tout à fait normal. Et pas que les entrepreneurs, tous ceux qui ont une position hiérarchique, même dans une entreprise, et qui gèrent des gens. Dès que vous avez 2 personnes, déjà une personne, même à manager, c'est pas simple. Dès que c'est 2, 3, faut gérer chacun, il faut gérer les relations entre les uns et les autres. Donc, nous avons également la responsabilité de nous former techniquement, mais de développer aussi les soft skills qu'il faut pour être un bon manager. L'écoute active, la résolution de conflits, la bienveillance et l'empathie, etc. Et nous mettons vraiment un point d'honneur à mettre en avant ces qualités-là à la Rock Academy, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on partage. Il faut que vous travaillez sur vous-même parce que c'est vous qui faites le business, c'est vous qui faites l'entreprise, c'est vous qui faites le poste si vous êtes salarié et tout tourne autour de vous et de votre moteur. Je rebondis un peu là-dessus justement pour appuyer ce que tu dis, parce que mon investisseur, finalement oui, mon mentor, puisque c'est lui qui m'a accompagné dès mes premiers pas, on va dire, dans l'entrepreneuriat, a coutume de dire justement que l'entreprise généralement, elle croît à la vitesse à laquelle l'entrepreneur grandit. Quel superbe résumé. Ça résume tout. Et moi, je le vois. Hein, parfois, on se connaît. Je suis assez à l'aise pour communiquer, pitcher des trucs, etc. Même manager des équipes. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où toi, t'es plus aligné en tant que personne, on voit très clairement la stagnation de la boîte. L'impact, il est lisible, il est immédiat en plus. Hein. Donc, à tous les entrepreneurs, j'oriente aussi j'adresse aussi ces propos-là à tous les entrepreneurs. Faut pas hésiter, hein, vraiment, à se faire accompagner. Ce n'est pas du tout de la faiblesse. Et moi, je l'ai vu sur moi, en tout cas, après quelques séances de coaching, généralement. Même au niveau de la boîte, en fait, on voit que la vision est désormais à nouveau plus claire. Ouais. On avance plus. Ça affine un peu les objectifs. Ouais, c'est ça. Super. Pour finir, je voudrais que tu partages 3 conseils qui, pour toi, sont les piliers. Je veux pas dire de la réussite. C'est un terme qui, aujourd'hui, c'est assez flou, c'est vague. Mais de la progression continue. Quelqu'un qui veut avancer, qui veut poursuivre sa route vers un objectif. Quels sont les 3 piliers sur lesquels il devrait s'appuyer? La première chose qui me vient à l'esprit, et que moi je suis en tout cas beaucoup, c'est d'être dans le monde réel. Alors, ce que j'appelle être dans le monde réel, finalement, c'est du pragmatisme, tout simplement. Je peux commenter un tout petit peu? Bien sûr. Ok. Alors, sur ce point-là, ce que je vois souvent, je rencontre souvent, c'est que notre génération, en tout cas, on est très orienté Occident, Orient aussi, hein, par ailleurs. Mais on oublie un certain nombre de choses qui sont l'écosystème dans lequel ces boîtes-là qu'on regarde évoluent. Bien sûr. Aux États-Unis, grâce à la Silicon Valley, je ne suis pas en train de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais tu peux pitcher une idée et avoir $250 000 pour tester. Oui, tu la pitches en boîte de nuit où tu rencontres quelqu'un et le lendemain, le chèque est là et on te dit teste, on va voir ce que ça donne. C'est ça, une idée qui n'est même pas, en fait, c'est dans ta tête. C'est ça. En Europe, il y a du financement, mais c'est déjà sur des trucs un peu où tu dois prouver que voilà. Mais quand c'est trop ambitieux également, généralement on voit plein de boîtes françaises, européennes qui sont obligées d'aller lever aux États-Unis pour continuer à grossir. Faut savoir qu'en Afrique, on a peu de fonds. Tu m'as pitché en boîte de nuit et rentrer avec un chèque. On a très très peu de fonds en tout cas qui s'intéressent à l'Afrique. Mais ça commence à venir.
Ça commence à venir. Mais justement, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que le premier investisseur, là où il faut aller chercher l'argent, c'est chez les clients. C'est l'argent le plus sain qu'on puisse avoir. C'est vrai. Donc, arrêtons, parce que ça nous arrive à tous, de regarder des fonds étrangers, libellés en devises, dollars, euros, machin, d'aller chercher ces fonds-là, ces devises-là, pour essayer de développer un marché qui est en CFA, par exemple, où le déséquilibre, en fait, il est énorme. Parce qu'au final, ces fonds, dès que vous les avez, vous êtes obligé de les dépenser le plus rapidement possible. Et pour amortir ça, ça va être complexe. Pour amortir ça, le marché n'est pas, la traction ne suit pas. Absolument. Donc, on croise énormément de boîtes, même africaines, hein. J'en croise tous les jours. Elles sont beaucoup sous perfusion, hein. Qui sont sous perfusion. Elles font pas de cash, elles peuvent pas tourner seules. Elles sont obligées de prendre des fonds tout le temps. Tout le temps. De se diluer, en fait. C'est ça. Mais même au-delà de la dilution, finalement, on se retrouve en face d'entrepreneurs qui ne savent plus quelle est leur priorité. Ils n'ont pas de business model, il y en a beaucoup. Le business model ne fonctionne pas. Au-delà du business model, c'est qu'on se retrouve face à des entrepreneurs qui ne savent même plus quelle est leur vision. Parce que les fonds mettent la pression et orientent tout ce que tu peux faire. Bien sûr. Et tout est orienté. On n'est plus sur une vision de moyen long terme, on est sur une vision court-termiste. Et ça tue énormément de boîtes. C'est pour ça qu'on va rencontrer des boîtes qui lèvent énormément d'argent et qui, au final, se crachent. Donc, je dirais pragmatisme et résilience. Ça c'est le deuxième point, le deuxième conseil. Deuxième conseil, la résilience, parce que ça prend du temps. On est pareil une génération qui est habituée à commander sur Amazon et à l'avoir dans la journée. Donc, on s'attend à tout avoir tout de suite. Mais quand on regarde dans l'histoire, les boîtes qui ont traversé le temps, les Facebook, les Google, c'est des erreurs, en fait. C'est pas la norme. C'est vraiment des erreurs. Donc, tout de suite se dire, je veux créer une licorne, une boîte qui vaut 1 milliard de dollars. On peut tous le dire, mais tous les marchés ne permettent pas de le faire. Donc, moi, ma logique aujourd'hui, elle est toute simple. Nous, on n'a pas levé beaucoup de fonds. On a des concurrents qui ont levé 20 fois plus que nous. On n'a pas levé beaucoup de fonds et on travaille avec des entrepreneurs, en fait, des personnes qui ont créé des boîtes, qui ramènent du smart money. Donc, ils ramènent de l'argent, mais il est au bord et il l'accompagne quand c'est difficile, quand c'est bon, quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. D'ailleurs, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc, il faut vraiment se dire qu'il faut de la résilience parce que ça prend du temps de créer une boîte. Et rarement, le moteur est l'argent. Parce que si tu crées une boîte il y a beaucoup de moyens plus faciles. Bien sûr. De devenir contrairement à ce que les gens disent. Contrairement à ce que les gens disent. C'est pas en étant entrepreneur que tu deviens, entre guillemets, riche en 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ça. et d'ailleurs, il y a une phrase aussi que j'aime bien qui dit que l'entrepreneur, il devient riche quand il revend sa boîte. Bien sûr. Et pas avant, en fait. Souvent, Tu peux te payer, 10 millions par mois de CFA, mais t'es quand même pas riche parce que le jour où tu revends ta boîte, tu seras beaucoup plus riche. Et généralement, en tant qu'entrepreneur, ce qu'on cherche, c'est cette richesse-là, finalement, qui te rend libre. La liberté, absolument. Donc, j'ai envie de dire, deuxième conseil. Résilience. Et que j'associe un peu, finalement, à savoir que ça prend du temps. Parce que, pour moi, c'est ça aussi la résilience. C'est le fait de... je le disais, hein, nous, ça fait bientôt 10 ans avec AS Farm, et tous les jours, on se rend compte que on n'est pas encore au niveau où on est, même si je remercie le Big Boss, hein, on se plaint de moins en moins. Bien sûr. Parce qu'on commence à atteindre quand même effectivement une taille qui permet de voir venir. Et ça, c'est plutôt cool. Et quel serait ton troisième conseil? Et donc, pour le troisième conseil, je dirais qu'il faut travailler sur soi en tant qu'entrepreneur. Parce que je pèse mes mots. Je le dis en gras, surligné, capital letter, quoi. Police, taille de police. 100. Généralement, le premier frein au succès d'une boîte, c'est l'entrepreneur lui-même. Donc, il faut vraiment finalement être dans l'humilité et chercher à se faire accompagner, parce que, en fait, dans la croissance de la boîte, au début, tu es une personne. Ton métier d'entrepreneur, tout de suite, c'est d'aller chercher les clients, c'est de produire. Et plus la boîte, elle croît, plus ton rôle, en fait, au sein de l'organisation change. Absolument. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que
Finalement, avant, on allait regarder combien est-ce que de pharmacies est-ce que je signais. Mais aujourd'hui, mon rôle, c'est beaucoup plus de veiller à ce que l'équipe se sente bien. Mais c'est ça. Et qu'on continue à suivre la même vision. Parce que la stratégie, elle est déjà en place et elle tourne. Et elle tourne. Et même l'équipe et même quand elle change, la stratégie, il faut savoir la communiquer de la bonne manière. Bien sûr. En tout cas, fédérer tout le monde autour. Bien sûr. Tu vois. Donc, le vrai premier frein à la croissance d'une boîte, c'est la personne qu'on est et il faut chercher à se faire accompagner. Donc, si je récapitule, je dirais pragmatisme, être dans le monde réel, résilience, savoir que ça prend du temps et travailler sur soi-même. Merci beaucoup. C'est extrêmement profond et chacun de ces points, à mon avis, peuvent être déclinés de plusieurs façons, même pour des gens qui sont pas, comme je dis, entrepreneurs. Notre podcast, vous le savez, il n'est pas fait que pour les entrepreneurs, il est fait pour tous ceux qui ont envie de transcender les challenges, d'accord, et de pouvoir se découvrir, d'aller beaucoup plus loin chaque jour, de pouvoir atteindre des objectifs. Encore faut-il les avoir. Et je voudrais justement souligner au terme de cet entretien, un point essentiel que Régis a mentionné. Il a parlé de la vision depuis le départ. C'est le R de Rock. Cet invité, vous comprenez qu'il est là, c'est pas par hasard, parce que sa vision correspond à ce que nous essayons de véhiculer, ce que MH Center également véhicule. Il faut pouvoir mettre en face de soi un plan et se dire, je veux aller quelque part. Ensuite, pour atteindre la destination, il peut y avoir plusieurs chemins. Régis l'a dit aussi, la stratégie peut varier, mais la destination finale est la même. Si je veux me rendre de Cotonou à Ouidah ou d'Abidjan à Yamoussoukro, je vais prendre différentes voies. Il peut même avoir des déviations qui vont m'amener à changer de trajet, pardon. Mais en fin de compte, je dois atteindre un point B que je connais. Et c'est ça le R de rêver. Tu as dit l'ambition, c'est de devenir leader, c'est clair. Le O qui, chez nous, fait quoi? L'audace, oser. On l'a également dans ton parcours. Parce qu'à plusieurs reprises, comme on l'a dit, tu as pris de grands risques. Et le C, c'est une évidence. Quand on rêve et qu'on ose, la création ne peut que survenir. C'est une conséquence logique. Donc, tu as créé une boîte qui est en train de croître dans différents pays. Vous êtes dans 9 pays aujourd'hui. Nous ne pouvons te souhaiter que le même succès que jusqu'ici et davantage pour que dans 1 an ou dans 2 ans, quand on échangera à nouveau, tu me dises que actuellement vous avez une 30aine de pays et que ton rêve de devenir leader du marché africain sur le segment des logiciels de gestion d'officine se réalise. Je dirais pas plus tôt que prévu parce que ça prend du temps, mais qu'il se matérialise selon les plans de l'univers. Et comme on dit, l'heure de Dieu, le temps de Dieu est toujours le meilleur temps, même si pour nous, ça peut paraître long. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton histoire, d'avoir donné de ton temps, d'avoir ouvert aussi la porte sur ton cœur et sur certains pans qui sont intimistes. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui nous touche à chaque fois qu'on a un invité qui se livre comme ça et qui permet à travers son histoire à d'autres personnes d'aller puiser de la ressource. Parce que ceux qui nous regardent sont dans un état d'esprit différent. Chacun aujourd'hui. Il y a des gens qui sont peut-être au plus bas, d'autres qui ont besoin d'un petit message, un petit déclic pour passer à l'étape supérieure. Certains qui hésitent à prendre une décision et qui vont peut-être être inspirés ou orientés. Et donc, il y a cette vocation inspirationnelle que nous avons avec nos initiatives qui est portée et renforcée par chacun de vous, vous qui venez sur ce plateau. Merci beaucoup, beaucoup à toi. Tu viens de contribuer à notre mission de façon honorable. Thank you very much. Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de partager. Et si effectivement, comme tu dis, ça peut permettre à une ou deux personnes ça peut édifier une ou deux personnes, on aura réussi l'exercice. Donc merci à toi et à toute l'équipe Rock de nous avoir et de m'avoir invité. Merci à MH Center également, qui dans la mission finalement cadre beaucoup avec tout ce qu'on a dit, finalement, la mission cadre beaucoup parce que en tant que jeune adulte
parfois, même si on n'ose pas l'avouer, on est un peu perdu, Ouais. et il faut pouvoir se recentrer. C'est ça. Et Il n'y a pas de notice pour devenir grand. Hein. On apprend le long du chemin. Il n'y a pas de notice. Exactement. Donc merci à toi de m'avoir invité sur ce plateau. C'était un grand plaisir. Merci à chacun de vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous en ressortez avec les batteries rechargées à bloc pour continuer le chemin de la vie. Et mettez un petit like si vous avez aimé ce contenu. Partagez-le surtout, s'il vous plaît. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous, comme je dis, parce que si ça vous parle, ça peut parler à d'autres. Si ça ne vous parle pas, ça parlera à d'autres personnes dans votre entourage. Donc, un petit partage, ça permet d'amplifier le message et de porter la mission plus loin. En attendant qu'on se retrouve pour un nouveau numéro, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock!